Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va parler, comme vous le savez, avec un fan de franchise. Aujourd'hui, on va partir direction la NFC South, si je le dis bien. On part avec mon anglais à moitié français, anglish, un French English mauvais. Désolé. Et on accueille pour la troisième année consécutive, je crois, c'est Valentin Bucks France. Bonjour Valentin, c'est encore un plaisir de faire cette preview avec toi cette année. Comment tu vas? Salut Johan, ça va très bien, merci. Merci encore pour l'invitation cette année. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre pour parler un peu des Bucks. Ouais, c'est un plaisir. En plus, l'année dernière, vous avez plutôt une belle saison. En plus, on savait pas trop sur quel pied danser, on savait pas trop quoi s'attendre. Et ça a plutôt bien. L'après, on va dire Tom Brady, c'est plutôt pas mal, on va dire. Donc, on va en parler, on va revenir là-dessus. Donc, vous connaissez maintenant le principe des previews. Vous avez déjà entendu les premières, si vous écoutez peut-être celle-là ou pas, ou si c'est la première, il y en a bien d'autres avant. Donc, elles sont disponibles depuis le 28 juillet sur le site ou sur le YouTube du Foot US de A à Z, ou alors en podcast. Vous pouvez les écouter aussi. Donc, maintenant, vous connaissez le principe. On a un fan de chaque franchise. On va revenir sur la saison précédente. On fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. On fera un petit point sur la draft aussi. Après, on se lance dans le pronostic et le calendrier de la saison 2024-2025. Et à la fin de l'épisode, Valentin fera sa petite pub, sa petite promo pour sa page Twitter ou X, suivant comme vous appelez encore l'oiseau bleu qui a disparu. C'est tout bon pour toi, Valentin, on peut y aller? C'est tout bon pour moi, on peut y aller. Ok, d'accord. On y va. On se lance tout de suite dans la projection de la saison 2023. Je le répète, donc nouveau changement. Baker Mayfield arrive chez vous. On ne savait pas trop sur quoi s'attendre. Et ça a été plutôt une saison correcte. Vous avez fini premier de votre division, si je ne me trompe pas. Tu m'arrêtes si je me trompe, avec un bilan de 9-8. Tout de suite, je vais vous dire un peu comment s'est déroulée la saison. En week 1, vous alliez chez les Minnesota Vikings, vous remportez le match. En week 2, vous remportez le match aussi chez vous contre les Bears. Troisième match, vous perdez contre les Eagles chez vous. Quatrième match, vous rencontrez votre premier rival de division, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Je vais le faire dans ce sens-là, c'est pour moi. Vous remportez le match. Après, vous êtes en bye week très très tôt, week 5 l'année dernière. Ensuite, vous enchaînez quand même une série de défaites, dont chez vous, les Detroit Lions, les Atlanta Falcons, les Buffalo Bills chez eux, les Houston Texans chez eux. Là, vous faites 4 défaites. On voit que la saison, elle est en train de changer. Vous êtes à 3-5. Ensuite, week 10, vous remportez le match contre les Tennessee Titans. Ensuite, vous avez 2 déplacements compliqués. Vous allez chez week 11 chez les San Francisco 49ers. Week 12 chez les Indianapolis Colts, où vous perdez les 2 matchs. Ensuite, s'enchaîne donc une série de victoires. Vous allez chez les Panthers, vous recevez les Panthers, vous gagnez. Vous allez chez les Atlanta Falcons, où vous remportez le match. Vous allez aussi à Green Bay, qui n'est pas un déplacement facile toujours, au mois de décembre, avec le froid. Vous remportez le match là-bas 34-20, ce qui n'est pas rien, parce que vu la saison de Green Bay aussi, c'était quand même c'était une belle saison de leur part aussi. Ensuite, vous allez recevoir les Jacksonville Jaguars, où vous allez remporter le match aussi. Vous perdez chez vous contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est toujours comme ça dans la division. Il y a une victoire, une défaite. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera souvent comme ça. Et vous remportez le match, le dernier match chez les Panthers pour vous qualifier en playoff et remporter la division. Avec un bilan de 9-8, avec une victoire de 9-0. Une victoire incroyable avec une attaque de dingue. Ouais, c'était spectaculaire. Et l'objectif était rempli parce que vous remportez votre division et vous êtes qualifié pour les playoffs. Bon, sur ce bilan de calendrier, après on parle vite fait des playoffs. Mais sur ce bilan, toi, Valentin, plutôt satisfait de remporter la division, même si tout le monde dit la division est faible ou pas, on n'en sait rien, parce qu'après, on voit ce qui s'est passé aussi. Pour toi, comment tu as ressenti cette saison régulière déjà? Ouais, pour la saison, moi, c'était une saison comme ça que j'envisageais déjà depuis le début. Je me souviens, l'année dernière, déjà, on en parlait sur la preview, même sur d'autres podcasts sur Twitter. Tout le monde pensait que les Bucks devaient faire une reconstruction parce que Brady était parti, Byron Leftwich, le coordinateur offensif, était parti. C'est bon, les Bucks, c'était fini, il fallait qu'ils recommencent à zéro, aller chercher
un QB haut à la draft parce que de toute façon, l'équipe était plus assez forte. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que l'équipe était assez forte, que la division était encore prenable et même la conférence d'une certaine manière, pas comme en AFC où certes, il y a l'ogre des Chiefs, mais il y a aussi des équipes très fortes que tu peux croiser en playoff à tous les tours. Donc, on est arrivé avec un nouveau QB qui était Baker Mayfield, qui était pas cher, qui a coûté, je crois, quelques millions seulement, un nouveau coordinateur offensif avec des nouvelles idées. Donc, on était dans l'objectif de faire une saison compétitive. On avait toujours une défense qui était top 10. On avait toujours des superstars à tous les niveaux, donc ça ne servait à rien de reconstruire. Au final, on commence la saison un petit peu à moitié en eau mouillée. On va faire des bilans, on va gagner les matchs qu'on doit gagner, on va perdre les matchs qu'on doit perdre. Et après, c'est un petit peu la fin prématurée où on venait à une série de défaites contre des équipes contre lesquelles on devait perdre, mais où ça reste quand même un petit peu, on est toujours proche. On est à un score avec conversion à 2 points. Donc, le vestiaire aurait pu abandonner, on aurait pu abandonner Todd Bowles. Il a réussi à serrer les troupes et avoir un run en fin de saison pour aller justement chercher la division, pour aller chercher la playoff et même gagner un match en playoff, sortir les vice-champions en titre. Donc, pour moi, c'est une saison qui est plein de positifs. Il y avait des choses à changer, il y avait des choses à améliorer, mais le résultat final est que c'est une équipe qui est en progression. C'est une équipe qui a peut-être trouvé son franchise quarterback et là maintenant il faut construire là-dessus pour continuer à être la meilleure équipe de NFC Sud et être dans les prétendants au titre en NFC. Ouais, bien résumé, bien résumé. Et ensuite, vous avez joué les wildcards où vous remportez le match contre les Philadelphia Eagles où l'année dernière ils vous avaient mis, je crois que c'est l'année dernière où vous les aviez rencontrés l'année avant où vous avez mis une ou non, je me trompe. Non, c'est l'année de Brady où vous les aviez battus avec Brady sévèrement. Oui. Non, je me trompe. Donc là, vous remportez le match 32-9 et vous mettez là quand même fin aux espoirs des Eagles qui étaient quand même un prétendant au Super Bowl l'année dernière quand même, faut pas l'oublier. Où la fin de saison s'est terminée un peu bizarrement chez eux. Mais bon, c'est comme ça, on n'est pas là pour parler des Eagles. Et ensuite, vous allez jouer les Detroit Lions en divisional round. Et là, vous perdez le match 31-23. Un peu de regret quand même sur ce match parce que je pense que c'était jouable. C'était pas simple parce que les Detroit Lions ont fait quand même une belle saison aussi. Mais ça aurait été, vous perdez 31-23, hein, c'est pas une fessée, hein, loin de là. Et ouais, c'est dommage. Alors après, aller battre l'ogre 49ers après en finale. Ça aurait été notre paire de manches. C'est pas la même. Mais vu ce qu'on attendait des Bucks sur la saison, tu joues un divisional round. Bon, avec un Baker Mayfield qui revient plutôt en bonne voie en plus, où il a retrouvé confiance, c'est important quand même. Et là, toi, t'en as pensé quoi vite fait de ces wildcards? Ouais, pour les playoffs, t'as tout dit, c'est-à-dire que les Eagles étaient un petit peu en fin de vie sur cette fin de saison. Ils avaient des gros problèmes au niveau du coaching staff, qui fait que c'était presque plus une euthanasie qu'un match. Malheureusement, je me souviens avoir écouté le podcast, le French Eagle podcast, où ils étaient vraiment pas du tout optimistes sur ce match. Moi, j'avais du mal à l'être aussi du côté Bucks, et au final, on s'en sort très bien. Même si l'attaque fait un bon match, moi, ce qui m'avait surtout surpris, c'était le niveau de jeu de la défense contre les Eagles, qui était vraiment phénoménal. Todd Bowles sort un game plan et des performances des joueurs qui sont absolument extraordinaires. Et on arrive contre les Lions, qui sont un petit peu la bête noire des Bucks depuis quelques années. Todd Bowles a beaucoup de mal contre eux, mais au final, on s'en tire avec juste un score de différence, 8 points, et le match se termine à la dernière minute avec Baker Mayfield qui lance une interception sur un linebacker qu'il n'avait pas vu. Alors ça, on pourra en reparler plus tard. Mais voilà, c'est une équipe qui a joué à la dragée haute, qui a joué, temps sur temps avec ce qui se fait de mieux en NFC. Et donc, forcément, c'est que du positif. Maintenant, comme je disais, il faut reconstruire là-dessus. Il faut continuer à construire là-dessus. Ah, t'es coupé, je crois. Misclick, pardon. Pas de souci. Non, mais après, voilà, quand tu reviens sur l'interception de Baker Mayfield, ça peut être ses limites parfois, on le sait. Ouais.
Mais c'est un quarterback quand même qui te fait gagner des matchs. Oui, il y a eu la mauvaise série. On aurait pu dire, voilà, bah, ça y est, les Bucks, c'est terminé. La saison, elle va finir. Voilà, on avait raison et tout. Et tous les insiders qu'annonçaient les Bucks morts après Tom Brady, bah voilà, la preuve que c'est pas le cas. La division est pas hyper élevé, mais c'est toujours des matchs compliqués à jouer dans vos divisions. Moi, je sais que je n'aime jamais jouer contre vous. Voilà, je le dis clairement parce que c'est toujours chiant. En tant que fan de Kansas City, bon, c'est pas l'esprit du Super Bowl que vous aviez remporté avec Brady, c'est pas ça. C'est plus que voilà, on sait toujours, c'est jamais facile de jouer des équipes de la NFC South. Alors bon, avec tout le respect, avec les Panthers où en ce moment c'est pas la joie chez eux, mais tu joues les Falcons, tu joues les Bucks ou tu joues les Saints. C'est jamais simple, quoi. Là, c'est jamais un match facile. C'est toujours des défenses rugueuses, c'est toujours, voilà, il y a toujours des top joueurs aussi dans les équipes. Et c'est jamais simple de remporter les matchs contre vous, quoi. Donc, mais il n'y a pas si longtemps, la NFC Sud, c'était une top division de la ligue. Il y a quelques années, c'était une division avec les Saints de Drew Brees, avec Cam Newton, avec Matt Ryan. Matt Ryan, c'est un Super Bowl. Les Panthers, c'est un Super Bowl aussi. Les Bucks, c'était un petit peu pas la bête noire, mais l'animal blessé de la division. Ça s'est un petit peu inversé. Mais c'est des équipes qui, malgré tout, restent solides. Il y a toujours une culture, comme tu disais, de la rugosité. C'est physique. Et les Bucks au Super Bowl avec les Chiefs, oui, ils l'ont montré, mais les Saints, tous les matchs qu'on fait contre eux, il y a toujours cette rivalité, c'est toujours accroché. Il y a toujours des matchs de boxe entre Mike Evans et Marshon Lattimore. Moi, les Falcons, ça fait des années que je le dis, c'est l'équipe qui me fait le plus peur dans la division. Je pense que les Saints sont un petit peu en décrépitance de leur année de gloire et de par leur stratégie au niveau du cap, ils n'arrivent pas à reconstruire correctement. Mais les Falcons, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui est physique, c'est une équipe qui a du potentiel. Et les Panthers à côté sont une équipe en totale reconstruction parce que Matt Rhule et leurs propriétaires ont décidé de détruire cette franchise de A à Z. Et bon courage à Dave Canales pour ça. Mais c'est une division que je trouve moins intéressante, mine de rien. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et comme je le dis, c'est jamais simple d'aller jouer contre les équipes de la NFC South. Et puis, ouais, les Falcons, en plus, avec leur free agency et tout, j'ai hâte de faire j'ai encore pas fait leur preview, mais j'ai hâte de la faire parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à dire. Ouais, bah là j'ai pas trop compris le pic, mais on verra, quoi. Je pense que bon, on va pas spoiler la preview des Falcons que vous ferez après, alors. Non, mais bon, voilà, ça sera un rival compliqué à jouer pour vous aussi, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, avec qui était l'arrivée du nouveau quarterback aussi, Kirk Cousins et tout. Donc, on en parlera au moment de la preview des Bucks ou pourquoi pas la présentation du calendrier 2024-2025 des Bucks. Je pense qu'on a été complet. On a été complet sur le retour de la saison dernière. Voilà, une saison où on ne s'attendait pas à avoir les Bucks à ce niveau-là, mais ils y sont arrivés. Ils n'ont pas été ridicules en playoff en plus. Donc bravo pour cette saison et bravo à Todd Boyle qui a réussi à remettre l'équipe dans le bon sens un moment dans la saison où ça n'allait pas. Voilà. C'est ça. Et puis on avait comme l'interrogation de Mike Evans. Est-ce que Mike Evans c'est toujours le même Mike Evans, c'est tout? Il a répondu à ce présent avec la saison dernière. Pour l'instant, le coup de vieux post-30 ans, il l'a pas encore. Il était encore leader en TD ex-aequo avec Tyreek Hill. Donc, et cette année, je pense qu'il fera encore des belles choses aussi. On peut compter sur lui. Non, et puis oui, on peut compter sur lui. Et puis voilà, la saison avec Brady, la dernière, on s'attendait à un déclin. Puis en fait, non, voilà, c'est tout simplement que ça n'allait plus et qu'ils n'arrivaient plus à trouver la solution ensemble. C'est tout, point. Donc, non, et puis surtout, le souci qu'il y a eu avec l'attaque pendant la période Brady, c'est que comment dire, le coordinateur offensif était à peu près aussi doué en appel de jeu offensif que n'importe qui joue à Madden. Il n'y avait aucune stratégie, il n'y avait pas de volonté derrière tout ça. C'était vraiment juste pour lancer des jeux et puis de toute façon, nos joueurs sont meilleurs, ils vont gagner les duels. Donc tout de suite, quand tu as Brady, Gronkowski, que tu as Antonio Brown, que tu as Mike Evans, que tu as Chris Godwin, oui, ça marche parce que tes duels en 1v1, tu vas les gagner. Quand tu as un safety ou un cornerback numéro 3 qui est sur Chris Godwin ou sur Antonio Brown, forcément qu'il va gagner son duel. Mais quand l'attaque est un peu plus dépeuplée, ce qui était le cas la dernière saison de Brady, tout de suite, ça devient plus compliqué et tout de suite, c'est plus compliqué de faire les jeux. Et on pouvait le voir d'une manière très simple pendant cette saison-là, c'est que on a fini par gagner beaucoup de matchs ou à devoir jouer beaucoup de matchs dans la 2-minute drill, dans les dernières minutes.
Et c'est le seul moment des matchs où l'attaque est tournée réellement. Pourquoi? Parce que c'était du no-huddle, c'est Brady qui appelait les jeux, c'est lui qui contrôlait l'attaque complètement, alors qu'il déteste ça. Et c'est là qu'on voyait la différence, c'est là qu'on marquait les touchdowns, c'est là que Mike Evans, que Chris Godwin prenaient du rythme, bizarrement, dans les 2 dernières minutes de chaque période. Et c'est là où, justement, avoir un nouveau coordinateur offensif la saison dernière, ça nous a apporté. L'attaque a été meilleure l'année dernière avec Dave Canales et Baker Mayfield que la dernière année de Brady et Byron Leftwich. C'est pour dire à quel point ils tiraient cette équipe vers le bas. Voilà. Donc, on a fait un bon retour sur l'historique des Bucks ces dernières saisons. Et bien, il fallait en parler un petit peu aussi. Ça permet de remettre, comme dirait l'autre, l'église au centre du village. On va partir maintenant sur les départs. On va partir côté free agency. Tu nous diras, moi je vais lister les départs et tu me diras ce que tu regrettes. Alors, vous avez perdu le wide receiver David Moore qui est parti chez les Panthers. Matt Feiler qui est toujours free agency aujourd'hui. L'offensive guard Aaron Stinney qui est parti chez les Giants. Le centre Ryan Jensen qui a pris sa retraite. Le edge Shaq Barrett qui est parti chez les Dolphins. Le linebacker Devin White qui est parti chez les Eagles. Le cornerback Carlton Davis qui a été trade chez les Lions. Et le safety Ryan Neal qui est toujours free agent. Donc ça, c'est les dernières infos que j'ai eues sur NFL Network. Donc toi, qui tu regrettes dans cette liste ou qui tu dis, bon, bah voilà, fallait que ça s'en aille ou... Personne. C'est que des départs logiques. Devin White, c'est, je pense, le plus gros nom parce que pendant la période, justement, le run au Super Bowl, c'est celui qui était très mis en scène parce qu'il a fait des grosses performances pendant ces playoffs-là, mais au final, il a fait que ça dans toute sa carrière. C'est un joueur qui est un petit peu imbu de lui-même, enfin, qui a des gros problèmes de comportement apparemment et qui juste performe pas sur le terrain. Il est juste bon à blitzer. Et même ça, il y arrivait plus sur la fin, où des quarterback statut comme un Mac Jones, par exemple, pouvait l'éviter sans trop de problèmes. Et à tel point qu'il a été benché au profit de KJ Brick, qui était un 4e, 5e tour d'il y a quelques années de chez Auburn. Donc, c'est le plus marquant parce que c'est le nom le plus ronflant, on va dire, de la liste. Mais dans les faits, c'était un joueur de rotation, comme à peu près tous les autres. Ryan Jensen, il n'a pas joué la saison dernière, il a pris sa retraite parce qu'il s'est éclaté un genou, premier entraînement, des dommages au ménisque, c'est irrattrapable en ligne offensive, donc il a préféré prendre sa retraite. Carlton Davis, c'est un joueur pour moi qui, en fait, c'est un très bon cornerback de Mahomes, sauf qu'il est très souvent blessé, il n'arrive pas à capter des interceptions. On le fait jouer 17 matchs par saison, enfin 16 matchs ou 17 matchs par saison et avoir 4-5 interceptions, on parle de lui comme un All-Pro. C'est le niveau du joueur. Mais le problème, c'est qu'il est blessé, qu'il fait pas d'interception et qu'en plus de ça, il coûtait cher. Ouais, puis il est frustrant, il est très frustrant comme joueur. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, on a les Lions qui nous disent on a besoin d'un cornerback, on t'envoie un 3e tour pour ça. On réfléchit pas, on l'envoie, ça nous fait de la place. Et derrière, on a Zion McCollum qui est un cornerback qu'on a développé petit à petit, qui de toute façon, comme lui et Dean qui est du coup maintenant le cornerback numéro 1, sont tout le temps blessés. L'année dernière, il a eu autant de snaps. McCollum a eu autant de snaps qu'un titulaire. Et il a eu autant de snaps des deux côtés du terrain. Il a eu des snaps en safety aussi. Il a fait de la rotation. Donc, il est expérimenté. Il comprend la défense. Il est hyper athlétique. Donc, autant tenter le coup. Et puis, ça nous permet de récupérer un 3e tour presque gratuit pour un joueur qui voyait pas le terrain. Donc, ces départs-là, en soi, ils sont pas significatifs. Les gardes, c'était de la rotation. Tout le reste, c'est que des joueurs de rotation ou que de toute façon, on allait, même si on les avait gardés, on aurait essayé de remplacer ou d'upgrader la position à la draft ou à la free agency. Pas trop de regrets. Et de toute façon, c'est aussi partie de la c'est le moment. Il n'y avait pas une grande liste de partants non plus, vous avez quand même gardé une majorité de listes. Ouais. Et là, du coup, on va partir dans les arrivées et on va tout de suite parler du coaching staff parce que c'est la 2e saison de Toy Boy. Et donc, Toy Boy a fait venir Liam Cohen, qui était coordinateur offensif à Kentucky. C'est ça. Et du coup, toi, parce que c'était l'ancien coordinateur offensif, c'était Canales qui est parti chez les Panthers. C'est bien ça. C'est ça. Et toi, tu as ça. ton avis?
Canales, alors pour juste recontextualiser, Canales, c'est moi j'avais bien aimé qu'on le récupère l'année dernière. C'était un QB coach, donc qui avait un petit peu ravivé la carrière de Geno Smith du côté de Seattle, et on le ramène pour sa première expérience en tant que coordinateur offensif, en tant que play caller. Donc on faisait un petit pari dessus. Et au final, ce qu'on avait vu, c'est que c'était un jeune qui manquait d'expérience. On voyait qu'il y avait des lacunes dans son jeu, surtout dans le séquencing de ses jeux. Il y avait une insistance un peu trop souvent sur la course. Mais mine de rien, c'était très créatif et il y avait certains timings de jeu qui étaient très bons. Mais malgré tout, on restait sur un schéma de jeu à la Seattle, notamment avec plusieurs tight ends sur le terrain, et c'est pas vraiment notre point fort. Canales était recruté par les Panthers pour devenir leur head coach. Donc, on se met à chercher évidemment un coordinateur offensif. Ça a été compliqué, mine de rien, mais on récupère Liam Cohen qui vient de l'arbre Sean McVay, qui a été, comme tu disais, donc un coordinateur offensif à Kentucky, mais également le coordinateur offensif de Baker du côté de Los Angeles. Et pour l'instant, c'était une expérience, c'est une signature de quelqu'un qui a de l'expérience dans le play calling, dans la gestion d'une équipe offensive, et qui en plus de ça, a de l'expérience dans un système dans lequel Baker a déjà joué, et avec un système qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'il pouvait faire à Canales, à la différence près que ça allait être surtout basé sur nos forces, c'est-à-dire des jeux avec 3 receveurs sur le terrain. Donc pour l'instant, c'est une signature que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante, un peu sous-cotée parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui peut vraiment faire passer un cap à cette attaque. Après, c'est difficile de vraiment se prononcer tant qu'on n'a pas vu un vrai snap en saison régulière. Alors, pardon, je t'entends pas du tout, pardon. Ouais, je te disais, pardon. Il connaît la NFL. Voilà, c'est quelqu'un qui sait où il arrive. Et puis, voilà, c'est pas quelqu'un qui va débuter en NFL. Voilà. Il a quand même un petit bagage et une petite expérience. Et oui, il fait partie de l'arbre. C'est ça. Comme pas rien non plus. C'est ça. Une attaque qui a montré qu'elle était efficace sur ces dernières années. Donc, forcément, c'est attirant. Et puis, il a l'expérience, il a les armes à disposition pour que ce soit une très bonne attaque la saison prochaine. C'est ça. Et maintenant, on va faire le point sur les arrivées des joueurs. On a parlé du coaching staff. Et dans les arrivées, j'ai aussi je suis désolé, je ne t'entends pas du tout. Je pense qu'il y a un souci avec le micro. Il y a de la neige, il y a beaucoup de neige, pardon. Ah, attends. Et là, c'est mieux? Ah, là, c'est nickel. Ah, ok, j'ai dû encore toucher mon câble, désolé. Ah, d'accord, non, il n'y a pas de souci. Écoute, la preview, je suis désolé. Je disais maintenant, on va faire le point sur les arrivées. Et du coup, c'est l'occasion de pouvoir reparler aussi des nouveaux contrats, parce que sur NFL Network, dans les arrivées, ils remettent aussi les re-signatures, comme vous pouvez le savoir maintenant, ceux qui pourraient écouter les previews. Donc, je fais dans l'ordre que j'ai sur la liste. Donc, l'arrivée du moins la re-signature de Baker Mayfield pour un contrat de 100 millions, dont 30 millions garantis. Voilà, c'est avec des bonus et tout à la clé. C'est plutôt très bien pour Baker Mayfield. Moi, je suis très content pour lui, vu ce qu'il a vécu. Je pense que la perte de confiance, il pouvait l'avoir, comme il s'est fait jeter par les Browns comme un malpropre, on va dire. Ouais. Après, il y a eu une saison un peu galère entre les Panthers, les Rams, machin. Donc, il a fallu. Et là, il a rebondi chez vous et c'est très bien comme ça. Vous avez un autre quarterback qui est arrivé, John Wolford, qui a re-signé en tant que free agent. Le running back, Chase Edmonds, qui a re-signé un contrat de 1 an. Vous avez Mike Evans, qui a re-signé un contrat de 3 ans pour 2 ans, 52 millions de dollars. Vous avez le wide receiver Sterling Shepard, qui a signé un contrat de 1 an. L'offensive line, Justin School, qui a re-signé en tant que free agent. L'offensive guard, Ben Bredenson, qui a signé un contrat de 1 an pour 3,5 millions de dollars. L'offensive guard Chua Opeta, qui a signé aussi. Le edge Randy Gregory, qui a signé un contrat de 1 an. Le defensive line, qui a re-signé Greg Gain en tant que free agent. Le defensive line William Goldstone, qui a re-signé aussi un contrat de 1 an. Le linebacker, Levante David, qui a re-signé un contrat de 10 millions de dollars. Le cornerback, Bryce Hall, qui a signé aussi. Le cornerback, Tavier Thomas, qui a signé aussi chez vous. Un autre safety, Jordan
Alors lui, je ne sais jamais comment on dit son nom, Jordan Whitehead, Whitehead, pardon. Qui a signé un contrat de 9 millions de dollars, qui est un très très bon joueur en plus. Le safety Anthony Wilfield qui a signé un contrat aussi de 84 millions de dollars, donc 45 millions garantis. Lui, c'était à la top signature aussi à l'intersaison. Le kicker Chase McLaughlin qui a re-signé un contrat de 2,3 millions de dollars. Et le long snapper Zach Triner qui a re-signé aussi en tant que free agent chez vous. Voilà, désolé pour les noms que j'ai écorchés, je suis désolé. Je vous l'ai dit au début de l'épisode, mon anglais est pas le meilleur. Il ne facilite pas la tâche non plus. Et du coup dans cette liste, moi j'adore la re-signature d'Anton Whitfield, faut être clair. J'adore la re-signature de Mike Evans et puis le contrat de Baker Mayfield. Voilà. Après, voilà. Toi, dis-nous ce que tu en penses, Valentin. Donne-nous ton avis. Moi, c'est pas flashy, dans le sens où il n'y a pas de grosses signatures, il n'y a pas de gros free agents qui arrivent, mais c'est des re-signatures de joueurs qui sont importants et qui étaient parmi les top free agents à leur position. Mike Evans, c'était peut-être le meilleur receveur, Lavonte David, le meilleur linebacker disponible, Antoine Winfield, c'est le meilleur safety de la ligue, tout point barre, même pas en free agency, c'est le meilleur safety de la ligue, et Baker Mayfield, c'était peut-être la deuxième option, meilleure option en QB derrière Kirk Cousins qui signe dans la division. Donc au final, on re-signe nos gars, on re-signe des gars qui ont montré qu'ils se plaisaient, qui arrivaient à produire dans cette équipe, et on les re-signe à des prix qui sont pas non plus délirants. Oui, Winfield, il prend un très très gros contrat, mais bon, ça reste un safety, c'est quand même moins cher. Baker Mayfield, beaucoup de gens s'étaient un petit peu indignés qu'il était payé trop cher parce que il approchait, je crois, du contrat à 100 millions. Tu l'as dit les chiffres, mais je les ai plus en tête. Mais mine de rien, quand il a signé, il était le 16e QB avec le plus haut salaire de la ligue. Mais dans la division, il est toujours le 3e QB avec le plus bas salaire. Derrière Derek Carr et du coup Kirk Cousins, mais c'est lui qui a le plus de victoires en playoff. Donc au final, le deal est plutôt pas mauvais du côté Tampa Bay. Donc non, c'est hyper intéressant. On est dans la continuité. Signature de joueur extérieur, il y a Jordan Whitehead qui revient à la maison parce qu'il avait été drafté à Tampa. Il était parti du côté des Jets quelques saisons, mais il revient à la maison dans un système qui lui convient parfaitement. Donc, ça fait extrêmement plaisir de le revoir jouer. Et son duo avec Winfield et le rookie drafté, on va en parler après, va être super intéressant. On a de la profondeur sur le poste de garde. Un des deux va sûrement finir titulaire garde gauche, mais ça va être intéressant de voir cette bataille pendant les camps. Tavir Thomas, il est dans la compétition pour être le cornerback, le nickel cornerback. Et après, c'est du joueur de profondeur. Bryce Hall notamment. Randy Gregory, moi, c'est une signature que j'avais beaucoup aimée. Malheureusement, il est en grève. Il ne s'est pas pointé ni au camp d'entraînement, ni au mini-camp, ni à quoi que ce soit. Donc, je pense pas qu'il jouera jamais avec un maillot des Bucks. Mais bon, c'était une signature que je trouve intéressante dans la rotation, genre d'expérience, que je jouais dans des grosses écuries du côté des 49ers le plus récemment. Donc, c'est une free agency que je trouve très, très cohérente avec le projet, la stratégie pour construire l'équipe et qui va, encore une fois, qui nous a permis de bien nous préparer à la draft. Non, mais bien sûr. Et moi, ouais, franchement, Antoine Wilfield, ouais, quand tu vois ce qui se donne en contrat en ce moment, c'est pas non plus, je trouve, excessif. Et Baker Mayfield, je suis désolé, quand tu vois encore ce qui s'est passé hier soir ou cette nuit, avec Tua, avec même Trevor Lawrence, même comment il s'appelle, quarterback des Packers, Jordan Love. Qui a signé aussi. On spoil quand est-ce que cet épisode a été tourné, mais Jordan Love et toi ont signé hier. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc ouais, c'est très frais. Donc voilà, vous aurez à peu près quand est-ce que on a enregistré l'épisode. De toute façon, c'est simple. Les JO commencent aujourd'hui. Voilà. Voilà. Les JO commencent aujourd'hui. Officiellement aujourd'hui. Ils ont déjà commencé, mais là, c'est parti là. Voilà, nous sommes le samedi 27 juillet aujourd'hui. Exactement. On enregistre. Bref. La petite aparté. Non, mais quand tu vois ce qui se passe avec les quarterbacks, les nouveaux QB qui ont signé dans la ligue à des prix et que tu vois, je prends exemple comme ça, City malgré tout, même si Patrick Mahomes a un énorme contrat, et que tu vois qu'il fait plus partie des top 8 QB payés de la ligue. Voilà, les mecs, ils n'ont rien gagné pour le moment. Bon, ils ont raison, on leur propose
ils ont raison de le prendre. Hein. Je vais pas là-dessus, je vais pas cracher dans la Ah ouais, soupe. non, Je le donnerais. 50 millions par an, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dit non. Hein. On le prendrait. Donc, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais après, voilà, tu peux pas venir critiquer certaines franchises sur le cap ou quoi que ce soit, ou pleurer à un moment donné que tu peux plus avoir de top joueurs parce que tu as trop payé cher ton QB. Parce que là, malgré tout, tu signes. J'ai rien contre ces quarterbacks-là, hein, j'ai rien du tout. Hein. Moi, on leur donne, c'est très bien pour eux. Je critique pas le système de la NFL, loin de là. Ils étaient en position de force pendant les négociations. Ils sortaient d'une grosse saison, un gros playoff. Forcément, derrière, ils veulent sécuriser l'argent parce que si l'année prochaine tout s'effondre, les 50 millions, ils les auront jamais. Daniel Jones à l'époque. Et on rappelle très bien que la NFL, c'est déjà un business avant tout. Les mecs, ils assurent leur carrière, ils ont entièrement raison parce que du jour au lendemain, tu peux être jeté et tu as une grosse blessure, mais t'inquiète pas, on va vite t'oublier, on va te mettre sur le côté, on va te cut. Et puis, au départ, on va faire un beau message et après, on va te mettre de côté. Et voilà. Bon, ils auront gagné de l'argent, hein, bien évidemment, mais on est d'accord que ça reste un débat éternel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, tu t'impactes quand même avec des joueurs, tu sais pas s'ils vont te faire gagner en fait. Et c'est sûr, il n'y a qu'une équipe qui gagne le Super Bowl, on est d'accord, hein, mais ça reste quand même, ça peut t'impacter pendant des années quand même, des contrats comme ça. Donc, il n'y a qu'une équipe qui gagne le Super Bowl et c'est les Chiefs. Ouais, bon, ça après, ça changera bien à un moment donné. Hein, on vit de bonheur, je profite à fond. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas simple et on sait que ça tourne vite aussi en NFL quoi qu'il arrive. Voilà, ça peut vite. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais après, ce que je trouvais intéressant quand Baker a signé, c'était dans le podcast de PFF qu'il l'avait mentionné, c'est que potentiellement le contrat de Baker, un peu comme le contrat de Geno Smith à Seattle, est-ce que ça va pas créer un effet de marché où on va avoir les quarterbacks rookies, on va avoir les méga stars, donc les Patrick Mahomes et Joe Burrow à 50 millions par an, et un marché de quarterbacks moyens qui vont tourner aux alentours des 100 millions sur 3-4 ans, avec à peu près la value qu'a Baker Mayfield pour justement ces mecs-là un peu de transition où tu sais pas si le plafond c'est les playoffs, le Super Bowl ou entre les deux. Et donc du coup, c'est aussi intéressant de voir l'impact que ça peut avoir sur les autres équipes. Non, mais tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est une bonne analyse aussi. Et on verra ce que ça donne parce que si les quarterbacks là vont chaque année en playoff et emmènent quasiment au porte du Super Bowl leur équipe, pourquoi pas. J'irai contre lui. Il a fait la saison avant, il était blessé. On a eu peur pour lui, très peur pour lui. L'année dernière, il fait la saison complète. Voilà, à voir ce que ça va donner. Le premier temps en playoff. Jordan Love, vu le temps qu'il a attendu derrière Aaron Rodgers, il a eu raison de négocier pour lui. Il a fait une belle saison, il a totalement raison. Après, il a quand même emmené les Packers aussi en playoff. Voilà, je critique pas là-dessus, mais je trouve qu'ils re-signent, qu'ils ont un contrat. Je dis pas le contraire, mais de là à être dans le top 10 ou meilleurs QB de la ligue, mieux payé, il y a un moment donné, c'est un pari, hein, c'est un gros pari qui est fait du côté de Green Bay, hein, parce que ça peut très vite tourner Russell Wilson à Denver. Hein. Non, exactement. Russell Wilson à Denver, on a vu ce que ça donnait, quoi. En plus, ils l'ont re-signé, ils l'ont garanti du contrat avant qu'il joue. En plus, il y a des trucs que tu comprends pas, mais bon, Prince, bon courage. J'avais avec lui, mais c'est vrai que c'est pas évident. J'espère que qu'ils battront pas Kansas City, mais je leur souhaite vraiment une belle saison, quoi qu'il arrive, parce que quand on est fan, on veut toujours que son équipe performe et c'est ça qui est le plus important. Bon, je pense qu'on a été complet sur les re-signatures. Si tu as encore un nom qui te revient ou que tu es content de la signature, n'hésite pas. Moi, j'aime bien aussi la re-signature de l'inventé David. C'est plutôt cool. C'est le taulier. Ouais, j'aime bien le joueur. Ok. Bon, on va partir du côté de la draft, hein, si ça va bien, si ça te convient. Là, il y avait un rush incroyable sur tout ce qui était receveur et tout ça. On savait que c'était pas la priorité. Vous avez juste eu à attendre à la draft que ça tombe chez vous. Vous partez en 26e position. Donc, au premier tour, vous prenez l'offensive tackle Graham Barton de Duke, qui est moi vraiment un joueur que j'ai vraiment suivi parce qu'en tant que fan de Clemson, on joue Duke chaque saison quasiment. Et voilà, il nous avait fait très mal avec son quarterback, leur quarterback. En deuxième choix, vous prenez deuxième tour, je veux dire 57e choix, pardon. Le edge Chris Braswell d'Alabama. Au troisième tour, en 89e position, vous prenez le safety Taki Smith de Georgia.
En troisième tour, toujours 92e position, il était là. Il y avait juste à se servir le wide receiver Jalen McMillan de Washington, un joueur pour moi que j'adore. Au quatrième tour, 125e position, le running back Bucky Irving d'Oregon, cher à mes copains de Ducks France, vraiment aussi un joueur. Il avait juste à le prendre, et ben il tombe là, c'est très bien pour vous. En sachant que je connais un fan d'Oregon, mais qui est fan des Saints, donc autant dire qu'il était dégoûté. Ah oui, bah oui, j'imagine. Chez vous. En sixième choix, vous n'aviez pas de cinquième tour. Sixième tour, 220e position, le guard Elijah Klein de UTEP. Et dernier joueur choisi au septième tour, 246e position, le tight end Devin Culp de Washington. Alors, pour toi, Valentin, même si je ne sais pas si tu suis la NCAA à fond et tout ça, mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les besoins ont été comblés? Est-ce que tu aurais préféré d'autres positions? Est-ce que tu aurais préféré peut-être d'autres joueurs que tu as entendus pendant la draft? Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Alors, moi, je suis la NCAA de très très loin. J'essaie d'écouter les podcasts, de voir les résumés, notamment The Trick Play, qu'on salue. Mais je suis de très très loin. Grosso modo, c'est que je connaissais Caleb Williams. Caleb Williams et Jalen Daniels, je connaissais. Le reste, c'était un peu plus compliqué, mais j'aime bien m'intéresser à la draft parce que j'aime bien le process, en fait. J'aime bien la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Donc, les joueurs qui avaient été sélectionnés, je les connaissais à peu près parce que c'est aussi des noms qui sortaient pour les Bucks. Moi, je suis très content de cette draft. Je suis très, très content de cette draft. C'est une masterclass de Jason Light, le general manager. C'est-à-dire que il s'est dit, moi, mon équipe, elle est relativement complète. J'ai pas besoin de sacrifier des ressources à la draft pour aller trade up, pour aller chercher tel joueur en particulier. Et j'ai pas spécialement besoin de le faire pour les drafts de l'année prochaine. Donc, je vais rester là où je suis, parce c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas de trade up, pas de trade down. Je vais rester où je suis et je vais prendre le meilleur joueur disponible qui correspond à mes besoins. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu le meilleur lineman offensif intérieur avec Graham Barton qui tombe en 26. Voilà, on avait qu'à se baisser pour le récupérer, c'est parfait. Il comble un besoin, il vient remplacer Ryan Jensen. Il a un potentiel de fou, un athlète hyper athlétique, le centre le plus athlétique de l'histoire sur mesure au combine, hyper cérébral dans sa manière d'appréhender le jeu, donc c'est parfait. Au deuxième tour, comme tu disais, on va aller chercher Chris Baraswell, qui est un petit peu un pari athlétique, mais qui était un peu dans l'ombre de deux choix du top 5, qui étaient, j'ai oublié leur nom, Will Anderson et Dallas Turner. Dallas Turner, ouais. Will Anderson, c'est la draft d'avant, mais Dallas Turner. Voilà, Dallas Turner, alors qui n'était pas un top 5, mais qui était un choix du premier tour quand même. Donc, mais il y avait annoncé très haut, qui est descendu, mais qui était annoncé très haut. Oui, c'est ça. La draft, quoi. Il n'a pas non plus descendu. Mais il était pris, je crois, entre la 15e et 20e position, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, puisque le premier à partir, c'était Latou en 15 chez les Colts. Il y a une possibilité où c'est les Vikings qui prennent Turner dans les choix 20 à peu près, je ne sais plus. Ça doit être ça. Je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc il était caché derrière deux très grosses recrues, de très gros prospects, donc forcément difficile de briller, mais au final, il l'a quand même fait. Et donc, il vient apporter dans la rotation après le départ de Shaq Barrett, qui était aux Dolphins et qui, au final, a pris sa retraite. Donc, c'est un choix cohérent que je ne vois pas de problème. Moi aussi, j'aime beaucoup Macmillan. Il est déjà en train de faire parler de lui. Les training camps ont commencé là. Il commence déjà à faire tourner des têtes. C'est hyper intéressant. Il a un profil un peu à la Godwin, un peu à la Cooper Cup. Dans le slot, ça va être super intéressant. Liam Cohen qui vient de l'arbre à Rams. Donc, je pense qu'il va pouvoir l'utiliser comme il faut. À voir s'il peut se développer sur l'extérieur. De ce que j'ai compris, c'était un peu plus compliqué. Sachant que nous, dans le slot, par tradition, par habitude, en fait, on a Chris Godwin qui joue là-dedans et qui est aussi très, très fort. À voir s'il peut se faire une place. Mais sinon, Chris Godwin est en fin de contrat l'année prochaine. Donc, non, puis il va apprendre à côté de Godwin. Il y a que de mieux d'apprendre à côté de Godwin. Voilà. Godwin Evans, donc il n'a pas la pression d'être le numéro 1. Il sait qu'il a déjà un numéro 1 et un numéro 1 bis devant lui, donc pas de problème. Il pourra y aller tranquillement à son rythme. Et puis même, il va partager un petit peu des snaps avec Trey Palmer, le sophomore de l'année dernière, Nebraska, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Qui est un peu speedster et donc qui a un profil aussi intéressant qui va le complémenter. Donc pourquoi pas? Il n'y a pas de risque en fait à le prendre. C'est le receveur le plus haut drafté depuis Chris Godwin. Ça fait quasiment 5, 6, 7, 8 ans. Mais au final, je pense qu'il va bien jouer dans l'attaque. Moi, le seul choix que j'aime pas trop, justement, c'est Bucky Irving. Parce que je comprends pas l'intérêt de prendre ce profil de running back. Sachant qu'on a déjà Rashad White qui est très fort dans les réceptions de passes. Bucky Irving, il est un peu plus physique, mais il est aussi très léger. Donc, est-ce que ce style de jeu, il va pouvoir
le faire passer en NFL ou est-ce qu'il va plus être sur un côté très incisif dans les cuts? Ça reste à voir. Je suis pas trop convaincu. Je comprends pas trop. Après, il est très, très, très fort sur ses appuis, sur ses premiers pas. Il est très, très fort. Et ça me fait penser, moi, je vais pas dire, non, c'est pas qu'il me fait penser à lui, mais tu vois, tu dis, il est frêle, tu vois, pas spécialement lourd. Mais tu vois, prends pas de chez quoi comme ça, City, c'est pas le plus lourd. Et puis, tu vois l'impact, quand il met de l'impact avec le premier pas et tout ça. Donc, je me dis, et puis quand je vois votre room de running back, eh ben, je me dis, ça a de la gueule quand même. Quand tu prends Rashad White, Bucky Irving, Chase Edmonds, bon, ben, tu as 3 running backs qui peuvent tourner pendant les matchs et ces 3 running backs pas tout à fait pareil non plus, ce qui permet d'apporter aussi une différence sur le jeu au sol, ce qui n'est pas négatif, quoi. C'est ça. L'année dernière, on était, je crois, 30e en termes de jeu en jeu de course. Garde gagnait à la course. Pas terrible, mais au final, on avait une ligne offensive qui était très correcte contre la passe, mais très mauvaise qui était très correcte dans la protection de passe, mais très mauvaise pour ouvrir des brèches. Donc là, on va avoir un nouveau système offensif qui va être un peu plus intéressant. Graham Barton, on l'a drafté pour ça aussi, pour qu'il ouvre les brèches plein centre pour Rashad White. Et comme je l'ai précisé, il y avait des petits soucis de séquencing où en fait, on savait que Canales, à ce moment, si moi je pouvais le savoir, un coordinateur défensif NFL, il savait que Canales allait faire une course plein centre. C'est l'ISO sur Madden, c'est tout droit et ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. C'était un peu le même principe, sauf qu'un tiers de nos courses c'était ça, donc forcément ça devient prédictif et ça impacte le volume total de yards. Donc là, ça devrait mieux se passer. Et avec Irving qui va faire rentrer dans la rotation avec Rashad White et même Sean Tucker. Alors c'était un rookie non drafté l'année dernière qui avait beaucoup de potentiel. Il avait une maladie, un problème au cœur qui avait fait qu'il était passé rookie non drafté au lieu de choix de fin de deuxième journée de draft ou début de troisième journée. Au final, il n'a pas montré grand-chose. Il y a eu des petits problèmes. À voir s'il peut s'impliquer aussi dans cette rotation dans la running back room. Ouais. Non, mais moi j'aime bien votre draft. Voilà, Jalen McMillan, je l'adorais à Washington. Franchement, voilà, ils avaient un trio de receveurs assez dingue. Et franchement, Jalen McMillan était un de mes préférés. Bon, j'avais d'autres préférés avant lui, bien sûr, mais qui sont partis beaucoup plus tôt. Mais là, tu peux trouver un top receveur au choix 3, fin de 3e tour, 92e position. On a vu ce qu'a donné un Puka Nacua, par exemple, aux Rams l'année dernière, en étant au 5e tour de draft. Donc, voilà, si Jalen McMillan fait déjà la moitié de Puka Nacua qu'a fait sa première saison, on va dire déjà, ce sera déjà énorme. Et voilà, ça sera très bien parce que, quand je vois votre room de receveurs, Baker Mayfield a vraiment des cibles incroyables avec un choix totalement différent entre chaque receveur. Tu as un Mike Evans, tu as un Chris Godwin, voilà les top receveurs, mais après derrière, tu as un Rakim Jarrett qui est quand même pas non plus l'un des plus mauvais pour attraper les ballons. Tu as un Trey Palmer qui est vraiment, moi j'adore le joueur. Tu as un Jalen McMillan qui va arriver derrière. Tu as Sterling Shepard non plus. Tu lui lances les ballons, c'est quand même pas non plus le plus mauvais. Après, t'as les tight ends Kay Dotton et Cokift qui est quand même vraiment des tight ends aussi intéressants à suivre. Et je me dis, bon, si ça, avec votre nouveau coordinateur offensif, je me dis, ça peut vraiment avoir de la gueule. Alors, bien sûr, les receveurs derrière Evans et Godwin, c'est pas les plus ronflants. Mais si tu as un McMillan qui fait... je dis une bêtise, mais qui fait ses réceptions, qui marque 6 ou 7 TD sa première saison, qui serait déjà très bien, et qui fait un petit entre 5 et 700 yards, je veux dire, c'est gagnant. Le pari, il est gagnant. Même s'il en fait déjà 400, même s'il en fait déjà 400 et qu'il te marque 5 TD, c'est gagnant. Non, c'est sûr. Ça ne sera pas la cible numéro 1, mais par contre, ça sera une cible qui sera choisie par moment dans les matchs, avec ses tracés courts, ses tracés dans le slot, sa rapidité, sa qualité de séparation aussi, qui est pas mal. Donc, vraiment, c'est vraiment bien, je trouve. Il va être la soupape de sécurité. Il va être l'option numéro 3, 4 sur les jeux où quand tu auras Evans en premier, Godwin en deuxième. Et après, ce sera soit McMillan, soit Rashad White ou peut-être le tight end. Je pense que ça va être intéressant ce qu'il va pouvoir amener à jouer. Après avoir, comme je disais, Liam Cohen joue plus à la Rams, donc il va plutôt jouer avec des 7 à 3 receveurs. Donc, il va y avoir une rotation pour ce poste. Ça va être un poste de receveur numéro 3 par comité. Il va y avoir McMillan pour les tracer un peu au milieu du terrain, un petit peu plus court, un peu dans le style de Godwin. Il va y avoir Trey Palmer pour les tracer pour écarter le terrain en longueur. Il va y avoir Rakim Jarrett pour l'explosivité sur des screens, ce genre de choses.
Et même Cade Otton, moi, c'est un tight end que j'aime bien. Je pense c'est pas un très bon tight end titulaire, c'est plus un très bon tight end numéro 2. Mais on a fait des années avec Cam Brate qui était un peu dans ce moule-là et on n'a jamais eu trop de problèmes. Ça n'a jamais été une faiblesse de l'attaque. C'était quelque chose qu'on pouvait améliorer. On va dire il y a quand même un petit léger trou comme au poste de tight end. Il n'y a pas une room exceptionnelle. Mais Kedoton a bien prouvé l'année dernière quand même que c'était quand même pas le plus mauvais tight end de la ligue non plus. Et il est capable de faire le job, quoi. Voilà. Mais sur les 2 matchs de play-off, c'est lui le receveur numéro 1 en termes de réception. Je crois qu'il marque un TD. Il a 6 ou 8 réceptions, quelque chose comme ça. Donc, sur les 2 matchs, il a montré qu'il était en montée en puissance, à voir s'il peut justement continuer dans cette allée-là pour la saison prochaine. Le seul quoi qu'on va dire en attaque, c'est s'il vient à se blesser, quoi. Bah, derrière, t'as pas grand monde quand même. Ouais. Voilà, j'ai cité coquiste, mais c'est je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, c'est quand même pas c'est pas non plus coquiste, c'est presque plus un fullback qu'un tight end pour être il a été pris au sixième tour l'année dernière, si je me trompe pas, un truc comme ça. Donc il y a 2 ans peut-être, juste non, il y a 2 ans. Il y a peut-être 2 ans déjà, donc voilà. Et puis après, la défense, la défense, elle sera rugueuse. Comme chaque année. Ça va être costaud. Voilà, ça va être en plus l'ajout de Taki Smith de Georgia va emmener un impact aussi en tant que safety. Derrière les safety, ça va quand même pas faire rigoler hein. Entre Wilfield, Wisted et Taki Smith. Et puis derrière, tu as Marcus Banks aussi qui est quand même intéressant. Ça va envoyer de l'impact quand même. Non, et Taki Smith, c'est presque mon pick préféré de la draft parce qu'il rentre parfaitement dans le moule de ce que veut faire un Todd Bowles avec ses safety. Il va être déjà de toute façon de base dans la compétition pour être slot cornerback, mais dans ses capacités, dans le blitz, dans la couverture de passe, dans la présence dans la boîte, ou même après ce qu'il peut faire un peu plus sur les tight ends, etc., c'est hyper intéressant. Et on a déjà Winfield qui peut faire ça, on a Whitehead qui peut faire ça. Donc il va y avoir, je pense, des schémas de jeu à 3 têtes, ou avec les 3 safety dans la boîte, ou avec un safety derrière, et ça va être absolument incroyable à voir jouer en tant que fan des Bucks. C'est très compliqué à contrer quand tu es coordinateur offensif adverse. Bien sûr, non, mais tout à fait. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est la transition trouvée. On va partir sur le calendrier 2024 puisqu'on s'avance un petit peu sur on se dit ça devrait marcher. Donc je vais lister le calendrier. Je te donne mon prono à peu près. Et puis après, je te donne les 3 matchs que j'ai sélectionnés qui peuvent faire vraiment basculer dans votre saison, dans une top saison. Et tu me diras ce que tu en penses. Alors, vous commencez la saison, vous recevez les Washington Commanders avec leur nouveau quarterback Jaden Daniels. Ensuite, vous allez chez les Detroit Lions au deuxième match. Ensuite, vous recevez 2 matchs chez vous. Week 3, les Denver Broncos. En Week 4, les Philadelphia Eagles. Week 5, vous faites donc 2 déplacements. Week 5, Week 6 contre 2 rivales de division. Vous allez déjà à Atlanta et après, vous allez chez les Saints. Après, vous allez recevoir Baltimore. Vous recevez en Week 8 les Atlanta Falcons pour le troisième match de division, mais le match retour déjà contre les Falcons. Week 9, vous allez à Kansas City, pardon. Week 10, vous allez recevoir les San Francisco 49ers. Vous êtes en bye week en Week 11. Week 12, ça permettra déjà de faire vraiment un bilan sur la Week 10, déjà de savoir où vous en êtes. Week 12, vous allez chez les Giants. Week 13, vous allez chez les Panthers. Week 14, vous recevez les Las Vegas Raiders. Week 15, vous allez chez les Chargers. Week 16, vous allez chez les Dallas Cowboys. Week 17, vous recevez les Panthers. Et Week 18, vous finissez le match par les Saints avec une grosse baston avec Marshawn Lattimore et Mike Evans. Et les 2 seront suspendus sans doute à pied. Pour le playoff. Bref, on s'avance un peu. Moi, j'ai annoncé, vous avez fait un bilan de 9-8 la saison dernière. Moi, j'annonce une légère amélioration parce que j'y crois quand même au projet Bucks, on va dire, par rapport à la division où vous êtes, par rapport rien ne sera facile parce que vous avez quand même un calendrier, quand même à un moment donné, vous avez un enchaînement de matchs quand même. Quand vous avez quand même les Saints, Baltimore, Atlanta, Kansas City, 49ers avant la bye week. C'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple à engager comme match. Et après, retour de bye week, vous avez quand même un calendrier. Je dis pas plus facile parce que ça serait un manque de respect, mais plus abordable. Les Giants, les Panthers, les Raiders, les Chargers. Voilà, vous avez peut-être on va dire l'interrogation Dallas. On sait pas trop sur quel pied danser avec eux.
L'interrogation, Chargers, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça sera un calendrier un peu plus abordable qu'avant la bye week, quoi. Parce que avant la bye week, ça peut être très tendu quand même. Et donc voilà, moi j'annonce un bilan de 17. Voilà, je me dis ça peut être jouable. Et vraiment, j'ai choisi 3 matchs à l'extérieur qui peuvent vraiment faire basculer votre saison vraiment dans le bon sens. Je me dis, le premier match contre Atlanta à Atlanta, je l'ai mis en défaite pour le moment. Je me dis, celui-là, si tu l'accroches, je me dis, tu reçois en week 8 à Atlanta. Si tu gagnes les 2 matchs, déjà, ça te met déjà en bien pour la division. C'est quasiment sûr d'avoir la division. Voilà. Et ça te fait une victoire supplémentaire, on va dire. Je me dis, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai sélectionné le match en sortie de bye week face aux New York Giants. Tu vas le chercher, celui-là. Je l'avais mis en victoire, mais si tu vas le chercher, c'est vraiment un point positif. C'est toujours un bonus de plus à prendre. Et je me dis le dernier match à l'extérieur qui peut faire basculer votre saison, c'est celui chez les Chargers. Je me dis, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Celui-là, si tu le prends aussi. Et puis après, voilà, les 2 derniers matchs, tu gagnes un des 2 ou les 2 face aux Panthers et face aux Saints chez toi. Et je me dis, la saison, elle peut basculer vraiment dans le bon sens chez vous. Et je me dis, allez, 11, 12 victoires serait exceptionnel. Voilà. Mais si le calendrier se goupille bien, alors l'enchaînement, par contre, tu vois, l'enchaînement avant la bye week, quand j'ai mes Saints, Baltimore, Falcons, Kansas City, 49ers, tu vois, sur ces 5 matchs-là, j'ai mis qu'une win. Parce que c'est vraiment facile. J'ai mis qu'une win. Si tu fais 2 wins sur 5, c'est toujours ça de prix. Voilà. Je me dis, un calendrier 11-7, 11-6, je veux dire, 12-5. 12-5 serait vraiment très, très bon. Et là, confirmerait vraiment Baker Mayfield et tout ça, et Todd Boyle et tout ça. Je me dis, 17, la division où vous êtes, c'est pas simple, vous avez quand même des matchs compliqués. Et je pense qu'à 17, vous jouez les playoffs aussi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses, Moi, j'étais sur ça. Je pense qu'il y a un delta entre 9-8 et 11-6. Ouais. Je pense que ça se joue comme ça. Je pense que 12, ce sera compliqué. De toute façon, tu l'as dit. Pour moi, comment dire, le résultat de cette saison, savoir si ça va être une bonne saison ou pas, c'est au moins les playoffs. Et au moins les playoffs, ça veut dire qu'il faut avoir un bilan positif dans la division. C'est-à-dire, il faut pour moi, si tu gagnes 4 matchs sur 6 en division en NFC Sud, tu es quasiment sûr d'avoir les playoffs. Parce que derrière, tu as Atlanta et les Saints qui vont aussi s'entretuer. Et ou derrière, de toute façon, pour Carolina, je pense que ce sera compliqué. On en reparlera la saison prochaine. Ce sera déjà mieux pour eux. C'est pas manquer de respect aux Panthers, on a déjà fait la preview, voilà, on sait très bien que voilà. Non, c'est une équipe que j'aime bien, j'aime beaucoup Dave Canales, j'aime beaucoup, je souhaite tout le meilleur pour la beauté du sport, je veux qu'ils réussissent. Mais là, s'ils réussissent cette année, c'est vraiment un miracle. Ça serait incroyable. Ils se sont pris trop de torpilles des deux dont on parlait tout à l'heure, le David Tepper, je crois qu'il s'appelle leur proprio, et ce qu'a fait Matt Rule, etc. Il y a trop de torpilles qui ont été lancées pour que ce soit une équipe qui puisse être compétitive de suite, je pense. Et on leur souhaite le meilleur. Oui, évidemment. Moi, pour la beauté du sport, je veux que tout le monde soit le meilleur et que ce soit le meilleur du meilleur qui gagne. Il n'y a aucun intérêt à tirer sur l'ambulance. Voilà. Exactement. Mais oui, non, pour revenir sur ça, oui, je pense que la division, ça va être hyper important. Et en match clé, j'ai presque envie de dire ce serait en week 2 contre Lions. Parce que si les Bucks ont une vraie ambition de faire un vrai run en playoff, il y a les programmes d'intersaison ont commencé, on commence un peu à avoir le matériel marketing, les vidéos YouTube, etc. qui sortent. Donc il y a eu le discours Todd Bowles face à l'équipe qui disait l'objectif, c'est pas la division, l'objectif, c'est Super Bowl. S'ils sont sérieux sur ça, s'ils veulent assurer une bonne place en NFC, il faut qu'ils gagnent ce match contre les Lions parce que ça peut interagir directement avec le tiebreaker pour avoir potentiellement le signe numéro 2. Et s'ils veulent justement ça, ce sera plus facile. Les 49ers, je pense que la marche est encore trop haute. Mais encore une fois, on les joue un peu tard dans la saison. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc c'est difficile à projeter. En fait, dans votre division, que ce soit les Bucks, les Saints, les Falcons, vous êtes capable de faire un exploit et puis de perdre un match qu'on ne comprend pas. Vous étiez favori. J'ai une bêtise, tiens, les Panthers, tu es favori. Et tu es capable de le perdre, tu ne sais pas pourquoi, c'est inexplicable, tu vas passer à côté de ton match. Ouais, et ça fait partie de la NFC South. C'est exactement ça, que ce soit les Falcons, les Saints ou vous. Il y a des moments, vous allez, peut-être par exemple,
je dis une bêtise, tu vas aller accrocher Kansas City. Bon, tu vas peut-être perdre, mais je préfère que tu perdes, bien évidemment. Forcément. Tu vas les accrocher la semaine d'après, tu joues les 49ers, tu les accroches, mais tu gagnes chez toi. Puis tu es capable d'aller en retour de bye week, tu es capable d'aller perdre chez les Giants, quoi. Tu vois, tu comprends. Ouais, c'est ça. Pas manquer de respect aux Giants, mais sur le papier, tu es quand même. C'est une équipe qui est moins forte. C'est pas manquer de respect. Voilà. Je dis pas que c'est à 80-20, je dis pas ça, mais c'est à 60-40, quoi, on va dire large. Voilà, c'est un bon 60-40 au niveau des stats, quoi, des probabilités. Donc, c'est pas manquer de respect aux Giants, ça, bien évidemment. Et chaque match en NFL est compliqué, on le sait très bien. Sur un match, tout peut jouer. Hein. On le répète à chaque fois et c'est jamais simple. Et puis, à force et vous mettez tellement d'allant et d'énergie dans vos matchs de division, parce que c'est le cas, hein. Oui. Parce que c'est une guerre des tranchées chaque week-end quand c'est les rencontres entre rivaux. Et derrière, tu es capable de laisser des forces, puis la semaine d'après, de jouer un match un peu bizarre et de le perdre bêtement parce que ton équipe spéciale fait une erreur, ou ton quarterback ou ta défense prend une pénalité qu'il ne faut pas au bon moment. Et c'est comme ça, hein, c'est la partie de la NFL aussi. Hein, donc, ça reste des humains, hein, ce n'est pas des robots. Non, c'est ça. Mais je pense que en NFC Sud, quand on parle des Bucks, mais c'est vrai que c'est vrai pour les Saints et les Falcons et les Panthers aussi, il y a quelque chose à faire de toute façon. Et après, une fois en playoff, c'est une deuxième saison qui commence. Et donc là, après, les dés sont jetés. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'on a été complet. Voilà, un calendrier, un bilan à 9-8 serait pas décevant, ça serait un bilan positif, mais à 9-8, il faut que tu finisses premier de la division, ce qui n'est pas sûr. À 17 ou 6, je pense que tu es quasi sûr d'être premier de division et comme tu dis, tu es au moins deuxième seed et tu as une chance de recevoir chez toi les wildcards et le divisional round. Voilà, c'est l'objectif pour vous les Bucks, on va dire. L'objectif, c'est de faire mieux que 9-8. 9-8, c'était le bilan de la saison dernière. Là, de ce qui est annoncé, c'est voir une progression. Pas forcément dans la construction d'effectifs, pas forcément dans les résultats, mais voir que l'équipe progresse. Si on fait 9-8, mais qu'au final, on a une attaque qui est exceptionnelle et c'est la défense qui a eu des blessures, on perd trois titulaires et où c'est tout de suite plus compliqué, bon, on peut pas forcément juger de ça. Exactement. Mais il faut voir la progression. Moi, mon point de vue, c'est ce que je t'avais dit sur un autre podcast, c'est que les Bucks, c'est un petit peu les Lions, mais avec un an de retard. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, les Lions, ça fait pas les playoffs, mais ça se joue à un match, ça se joue à pas grand-chose. Là, cette année, ils vont en playoffs, ils vont jusqu'au NFC Championship. Là, je pense que les Bucks, ils sont dans la même catégorie. Ils ont récupéré un quarterback il y a 2 ans qui s'est fait virer comme un malpropre de son équipe. Ils ont toujours des joueurs de qualité sur des postes importants. Ils sont construits intelligemment par les lignes, construits intelligemment sur les postes, les skill players. Donc, il y a un peu ce parallèle qui peut être fait. Et je pense que cette saison, les Bucks, ils doivent viser au moins les 10 victoires. Ils doivent viser au moins de faire au moins le divisional round en playoff. Sinon, ce sera une saison qui sera un échec, je pense. Ok, très bien. Bon, on a été complet. Moi, je suis plutôt d'accord avec cet avis-là. Pour le moment, avec les invités, j'arrive à tomber toujours d'accord sur les pronos. À quelque chose près, ça va alors. À quelque chose près, le plus dur, c'est quand tu annonces un bilan négatif. Bon, tu te dis comment ils vont le prendre, mais à la plupart du temps, les gens sont très réalistes avec même s'ils sont fans. Et on a une petite communauté, donc on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Hein. Non, aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais voilà. Mais Sauf quand il y a match. Sauf quand il y a match. Sauf quand il y a match, exactement. Bon, très bien. Valentin, on va conclure l'épisode. Ça va être ton moment. Raconte-nous où on peut te suivre. Ce que tu fais et puis par exemple si un jour il y a dans les tuyaux un podcast pour les Bucks, je ne sais pas voilà, ou si tu fais d'autres podcasts ou d'autres choses dans la vie, n'hésite pas, où on peut te suivre, c'est le moment. Même moi je suis même hors football. Alors j'ai un OnlyFans. Non, moi je suis sur Twitter, Bucks France. Ça fait quelques années que j'ai le compte. Je fais que du Twitter. J'aimerais bien lancer un podcast Bucks, c'est vrai, mais il faut que je trouve une manière de faire, que je trouve le temps, le matériel et tout ça, les gens avec qui le faire. Parce que sinon, juste faire un monologue de 45 minutes, bon, je pense pas que ce soit très intéressant. Donc voilà, je suis en train d'un peu réfléchir. Pour l'instant, c'est juste Twitter. J'essaie de faire des live tweets autant que faire se peut. Moi, j'habite à l'étranger, donc c'est compliqué des fois avec les horaires, mais j'essaie de faire de live tweet. Et puis, suivez-moi sur Twitter Bucks France. Et si ça vous intéresse par les Bucks, avec plaisir. Ouais, parce que Valentin, nous, on se plaint que les matchs sont la nuit.
pour nous. Mais Valentin, lui, c'est quand c'est en pleine C'est la journée. nuit. Non, c'est la nuit, c'est à 3h du matin. 3h du matin, oui, pardon. 3h du matin. Oui, parce que tu es en avance sur nous. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Lui, pour le Red Zone, il ne le vit pas à 19h. Voilà, pour être clair. Non, moi, le Red Zone, je me réveille de ma sieste, je prends un café, j'attends que ça finisse et je refais une sieste en allant au boulot. Non, très bien. Bon, Valentin, voilà, j'ai laissé défiler le bandeau. Valentin, je te remercie encore pour ta venue. Je te remercie pour tout. C'est toujours un plaisir de faire cette preview avec toi. Pour tes bugs, je te souhaite vraiment une bonne saison, le meilleur. Si la porte est grande ouverte, si un jour dans la saison tu veux venir parler de tes bugs ou tu sais qu'on va en parler sur le FootUS de A à Z, je t'envoie un petit message. Si tu veux venir 15 minutes pour en parler, tu es toujours le bienvenu. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, vous pouvez suivre donc @bugfrance sur Twitter ou X, suivant comme vous appelez ça, Valentin. Je fais la petite promo pour le FootUS de A à Z. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, la porte est grande ouverte. N'hésitez pas, je le répète à chaque épisode. Le FootUS est ouvert à tous. Si vous voulez venir nous rejoindre dans l'équipe, n'hésitez pas. Overtime est relancé cette année. À partir du 14 septembre, les manches commencent. Une manche par mois. Les meilleurs se rencontreront à la fin de la saison. C'est un jeu de quiz. Donc, n'hésitez pas sur la NFL, le sport US, la culture américaine, tout ça. Donc, voilà. Les previews sont disponibles depuis le 28 juillet sur notre chaîne YouTube et en podcast. Si vous voulez nous soutenir, on a un petit Tipeee, ça nous permet de payer le StreamYard ou d'autres abonnements peut-être, ou peut-être un jour faire des cadeaux sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas pour nos abonnés. Et rendez-vous le 23 août pour la promo complète, la programmation, on va dire, de la saison 2024-2025 du FootUS de A à Z. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube pour ne rien rater. Voilà, je pense que ça a été complet. Je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Valentin, encore merci. Ciao tout le monde. Bonne écoute. À la prochaine et prochaine preview demain. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Merci.